Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un QCM donc sur les lois à densité en particulier et avec quelques rappels sur des importants chapitres déjà vus pendant l'année de terminale scientifique. On commence donc par cette première question sur les lois à densité au pluriel, oui parce que ici on parle de plusieurs lois en même temps. En effet, lisons la question. Parmi les lois ci-dessous, quelle est celle qui donne la plus petite espérance à la variable aléatoire qui la suit? Donc ici on considère quatre cas de figure. Et donc, il faut déterminer pour lesquels de ces quatre cas l'espérance est la plus petite. Donc, considérons l'espérance d'une loi x, donc d'une variable aléatoire x, excusez-moi, qui suit la loi uniforme sur l'intervalle -4, 5. Et bien, dans ce cas-là, on va donc la numéroter grand x1 parce que c'est la première du coup. Et bien, si je calcule l'espérance de cette variable, je sais qu'elle sera égale à la somme des deux extrêmes de l'intervalle divisé par 2. Or, -4 plus 5, ça fait 1. 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc, on a trouvé 0,5 comme résultat pour l'espérance. Cette deuxième, x2, suit donc la loi normale de paramètres mu égale à 4 et écart type 3, donc c'est 9 parce que c'est 3 au carré quand je l'écris ainsi. Et donc si je calcule son espérance, c'est très simple. Je sais que l'espérance de x2, elle sera juste égale en fait à 4. D'accord? Tout simplement c'est mu. On l'appelle aussi la moyenne. x3 suit la loi exponentielle de paramètres un tiers. Or je sais que son espérance du coup, pour la loi exponentielle, elle sera égale à 1 divisé par 1 tiers, et ça fait donc 3. Donc vous voyez, j'ai déjà 0,5, 4, 3, pour le moment la plus petite c'est 0,5, et j'arrive à la quatrième, donc x4 suit ici la loi normale de paramètres, alors du coup 0 et 1. Alors j'écris au carré juste pour être cohérent avec la notation, et donc c'est l'espérance de la variable aléatoire x4, elle serait égale du coup à 0, parce qu'encore une fois, c'est une loi normale. Et je vois très clairement qu'entre 0, 3, 4 et 0,5, la valeur la plus petite, c'est bien 0. Donc la bonne réponse était celle-ci. Voilà, on passe à la suite. Question numéro 2. On admet que la durée de sommeil quotidienne d'un adulte est modélisée par une variable aléatoire quant x, qui suit une loi normale d'espérance mu égale à 8 et d'écart type sigma inconnu. Donc ici, je marque 8 sigma au carré. On estime que la probabilité qu'un adulte dorme entre 6h et 10h est 2,8. Autrement dit, on sait également que la probabilité que x soit compris entre 6 et 10 heures est de 0,8. Très bien. Maintenant, il faut calculer la probabilité qu'un adulte dorme moins de 6 heures. Donc la question c'est probabilité que x soit inférieur ou égal à 6, égale point d'interrogation. Alors ici, le conseil qui était marqué entre parenthèses, c'était de dessiner la situation que nous avons. Alors effectivement, nous savons que du coup, là où il y a x égale à 8, donc on va dire ici, nous avons un axe de symétrie pour notre courbe en cloche. Donc ça doit ressembler à quelque chose comme ça. De plus, nous savons que entre 6 et 10, donc si ça c'est 8, on va dire que du coup ça c'est 4, et donc ça c'est 6, et bien je sais que entre 6 et 10, donc à distance de façon symétrique par rapport à 8, toute cette portion de l'air est égale effectivement à, alors c'est indiqué dans le texte, c'est 0,8. Donc cela veut dire que toute cette partie ici que j'assure en orange, plus toute cette partie ici que j'assure toujours en orange, eh bien ça doit faire comme total 0,2 cette aire-là. C'est logique parce que la somme ça doit faire 1. Or il s'avère que moi je ne veux pas connaître le total, c'est-à-dire la somme des deux parties orange, mais seulement d'une des deux parties, x inférieur ou égal à 6. Donc en fait ce qui m'intéresse vraiment, c'est seulement cette partie-là que je suis en train de colorer maintenant en fuchsia. Et comment je calcule la probabilité correspondante à cette aire? Eh bien c'est facile, parce que je sais que par symétrie, ce morceau-là, il est égal à ce morceau-là. Donc en fait, ce sera égal à 0,2 divisé par 2. Autrement dit, le résultat final, c'est 0,1. Donc cette probabilité, je peux écrire que ça fait
0,1. D'accord? Grâce à un argument de symétrie, je sais en fait que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 6, c'est en fait la même chose que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 10. D'accord? Et comme je sais également que la somme de la probabilité x inférieur ou égal à 6 plus la probabilité x supérieur ou égal à 10, ça doit faire 0,2, et que les deux sont égales comme probabilité, et bah du coup le résultat c'est 0,1. Voilà donc pour la question 2. Maintenant, la question 3, c'est une simple question de dérivation. Donc, je prends juste la fonction, je ne regarde même pas les options et je la dérive directement. Alors, f de x, permettez-moi de la réécrire comme étant 2x moins 1 à la puissance moins 2. Pourquoi j'ai intérêt à agir ainsi? Parce que je vois beaucoup plus facilement ici que je me trouve dans le cas où la fonction f, elle peut s'écrire comme une fonction u de x à la puissance moins n. D'accord? On a vu une formule pour ce type de dérivation, et on sait que quand je dérive une telle fonction, eh bien le résultat c'est moins n fois u de x à la puissance moins n moins 1 fois u' de x. Et donc je n'ai qu'à appliquer cette formule. Et donc j'obtiens moins 2 fois 2x moins 1 à la puissance moins 3, parce que moins 2 moins 1 ça fait moins 3, fois u', or u' ici c'est tout simplement égal à 2. Donc si je continue le calcul, je trouve moins 4 fois 2x à la puissance moins 1, excusez-moi, 2x moins 1 à la puissance moins 3. Voilà donc la valeur de cette dérivée f'. Alors du coup, j'ai juste commis un petit abus de notation ici. Ça, ce n'est pas égal, hein. Ça c'est f' de x, d'accord? Voilà, il vaut mieux être précis, hein. Vous n'écrivez jamais un égal entre une fonction et sa dérivée. Je me suis juste laissé prendre par la vitesse, mais attention à ne pas faire cette erreur. Ok, maintenant, regardons si on trouve cette option parmi celles qui sont fournies. Il est assez simple de voir qu'effectivement, c'est cette écriture ici qu'on retrouve pour f' de x. Donc voilà, c'est terminé pour cette question. On passe à la question numéro 4. C'est encore une question sous les lois à densité. Alors ici, cette question est malheureusement faisable à la calculatrice. Et malheureusement, je ne peux pas vous l'afficher. Donc je vais me limiter à juste vous suggérer quelle était la technique. On considère une variable aléatoire quantique suivant la loi normale centrée réduite. Donc x suit la loi normale centrée, donc 0 c'est l'espérance ou la moyenne si vous préférez, et l'écart type c'est égal à 1. Donc moi je veux connaître le réel u tel que la probabilité que moins u soit inférieur ou égal à x inférieur ou égal à u est égal à 0,6. Et donc ce que je vous conseille de faire en fait, c'est de tester les trois valeurs qui sont fournies juste ici, et de voir laquelle des trois valeurs vous donne 0,6. Vous voyez, c'est une technique très simple, c'est un peu on procède par des essais tout simplement, et on voit si on trouve à un moment donné 0,6. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez effectuer ce calcul parce qu'en fait, vous connaissez la moyenne et l'écart type, et donc vous avez tous les éléments nécessaires pour effectuer ce type de calcul avec la calculatrice. Donc, je vous donne la solution, c'était 0,842 approximativement. Et voilà, vous pouvez le vérifier à la calculatrice, car si vous faites du coup la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 0,842, donc inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 0,842, vous trouvez bien 0,6. Voilà. Question 5 maintenant. Cette fois-ci, on considère une variable aléatoire x qui suit la loi uniforme sur 0,10. Laissez-moi juste vous l'écrire. La loi uniforme sur l'intervalle 0,10. Alors, la fonction de densité associée à cette loi est la fonction f définie sur 0,10 par quelle expression? Et nous connaissons, grâce à la théorie étudiée sur la loi uniforme, qu'est la fonction si la loi est uniforme de paramètres, donc sur l'intervalle a, b, eh bien, on sait que f de x est égal à la fonction 1 divisé par b moins 1. Donc ici, je vais appliquer cette même propriété, donc cette formule,
à notre cas de figure particulier, et donc on écrit que c'est égal à 1 divisé par 10 moins 0, autrement dit égal à 1 divisé par 10. 1 dixième donc, et on trouve cette option juste ici, c'était la troisième. Question 6. Encore sous les lois à densité, on considère une autre variable aléatoire, quand x, qui suit la même loi uniforme que tout à l'heure, donc la loi uniforme sous l'intervalle 0,10. Et on nous demande de calculer la probabilité que 2 soit inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 8. Comment je calcule cette probabilité? Alors, nous avons étudié qu'il y a une formule pour les probabilités de la forme, laissez-moi vous l'écrire en rouge. La formule nous dit que la probabilité que c soit inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à d, pour une loi de la forme uniforme du coup sur l'intervalle AB, c'est égal à D moins C divisé par B moins A. Donc ici, je peux réappliquer cette même formule et écrire du coup que ça me fait 8 moins 2 divisé par 10 moins 0. Et ça fait 6 dixièmes. Or, comme les deux nombres sont divisibles par 2, je peux écrire ici 3 cinquièmes. Et si je regarde parmi les options, je trouve 3 cinquièmes comme étant une des possibles réponses. Donc je peux passer à la suite. Question numéro 7. Le césium 137 est un élément radioactif qui constitue une des principales sources de radioactivité des déchets des réacteurs nucléaires. Ça c'est vrai. Le temps T en année durant lequel un atome de césium 137 reste radioactif peut être assimilé à une variable aléatoire T qui suit la loi exponentielle de paramètres, donc je l'écris ainsi, ln de 2 divisé par 30. Quelle est la probabilité qu'un atome de césium 137 reste radioactif durant au moins 60 ans? Donc on sait que T, c'est le temps en année, du coup, durant lequel un atome reste radioactif. Alors si je veux la probabilité que ce temps de radioactivité est d'au moins 60 ans, je demande en gros que T soit supérieur ou égal à 60. D'accord? Parce que je veux que cela reste radioactif pendant au moins 60 ans, donc minimum 60 ans. Et donc mon but est de trouver cette probabilité-là, donc P de T supérieur ou égal à 60. Alors je vous rappelle quelle était la formule que nous avions étudiée pour la loi exponentielle. On sait que si x suit une loi exponentielle de paramètres lambda, alors la probabilité que x soit supérieur ou égal à une valeur c par exemple, ça s'écrit de la façon suivante, c'est tout simplement e à la puissance moins lambda fois c. D'accord? C'est exactement cette expression ici. Voilà, et bien je l'applique à notre cas de figure, et donc je me retrouve à écrire E à la puissance moins ln de 2 divisé par 30 fois 60. Et donc maintenant, essayons de simplifier un peu cette expression. Alors 60 divisé par 30, ça fait 2. Donc déjà ça c'est égal à E à la puissance moins ln de 2 fois 2 du coup. Mais alors je vous rappelle une petite et adorable règle sur les logarithmes. Eh bien on sait que ça je peux l'écrire du coup comme E à la puissance moins ln de 2 à la puissance 2. Parce que comme il était multiplié fois 2, bah, du coup ça veut dire que je peux l'écrire ainsi sans trop de difficulté. Voilà. Maintenant, le moins qui est là, je peux l'écrire au dénominateur, c'est-à-dire que je peux écrire tout cela au dénominateur, ln de 4 du coup, et donc je me retrouve avec 1 divisé par e à la puissance logarithme, ça veut dire que ça fait l'argument du logarithme, donc c'est juste un quart, et donc ça fait 0,25. Alors allons chercher s'il y a 0,25 parmi les possibles résultats proposés, et bien il est juste là. Voici donc la bonne réponse. On passe encore à la suite, et d'ailleurs, c'est une question sur les suites. Alors, c'est un chapitre toujours d'actualité, vraiment très important, donc ce n'est pas étonnant de trouver en général des questions sur les suites un peu partout. Ici, on nous demande juste un calcul d'une limite. Alors, il y a une faute de frappe dans cette question, ce n'est pas x qui tend vers plus l'infini, mais c'est n. De toute façon, il n'y avait pas trop de
c'était assez évident que ce soit le cas parce que n est la seule variable. Alors, comment je fais pour résoudre cette situation? Alors, je remarque déjà que on se trouve dans une situation d'indétermination, car le numérateur il tend vers plus l'infini et le dénominateur il présente une situation de la forme moins l'infini plus l'infini, donc vraiment on est dans une situation d'indétermination totale. Alors, pour résoudre cette limite, je vais la réécrire d'une forme un peu plus simple à travailler. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la puissance de plus haut degré au numérateur de n et la même chose au dénominateur et je vais la mettre en facteur commun. Donc ici je peux écrire n au carré fois 6 plus 3 divisé par n plus 5 divisé par n au carré et je ferme ma parenthèse, je complète la fraction et ici je termine par moins 2, parce que j'ai porté n au carré à l'extérieur de la parenthèse, plus 5 divisé par n, moins 1 divisé par n au carré. Et l'avantage, où est-il? Eh bien, il est dans le fait que n au carré et n au carré, je peux les simplifier du coup. Et donc, je me retrouve avec la limite pour n qui tend vers plus l'infini de 6 plus 3 sur n plus 5 sur n au carré divisé par moins 2 plus 5 divisé par n moins 1 sur n au carré. Et du coup, maintenant, je peux faire tendre n vers plus l'infini. Et là, je remarque que du coup, 3 sur n, ça tendra vers 0. 5 sur n au carré, ça tendra vers 0. 5 sur n, ça tendra également vers 0. Et moins 1 sur n au carré, également, ça tend vers 0. Parce qu'à chaque fois, je divise par quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc, tout ce qui reste, c'est 6 divisé par moins 2. Autrement dit, moins 3. Je vais voir s'il y a moins 3 parmi les résultats présentés dans le QCM. Eh bien, je le trouve juste ici. Donc, la réponse, c'est moins 3. Question 9. Encore une question sur le loi densité. La durée de vie en année d'un atome radioactif, donc c'est un autre atome radioactif, mais pas le même, peut être modélisée par une variable aléatoire d, suivant une loi exponentielle de paramètres lambda. On appelle d mi-vie de cet élément le nombre réel t, tel que la probabilité que cet atome se désintègre avant t années soit égale à 0,5. Alors attention, je répète cette phrase, elle est très importante. Alors la demi-vie de cet élément est le nombre réel t tel que la probabilité que cet atome se désintègre avant t années soit 0,5. Alors, d modélise la durée de vie. D'accord? Donc, la demi-vie, ce sera la probabilité que d soit inférieur ou égal à t années. Alors, inférieur ou égal parce que c'est marqué que la demi-vie a la probabilité que l'atome se désintègre avant t années. Donc, s'il doit se désintégrer, ça veut dire que sa durée de vie, elle est inférieure ou égale à la valeur t. Ainsi, la demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans. Donc ici, à la place de t, je vais écrire 5730. Voilà, donc ces deux-là, ce sont les informations que je possède à ce niveau-là de la lecture du texte. Et la question, c'est de déterminer du coup le paramètre lambda. Alors du coup, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, je vous rappelle une formule. Je sais que si x suit la loi exponentielle de paramètre lambda, la probabilité que x soit inférieur ou égal à une certaine valeur fixée 1, elle est égale à 1 moins e à la puissance moins lambda fois a. Donc ici, je peux écrire que ça, c'est égal à quoi? C'est égal à e, c'est égal à 1 du coup, moins e à la puissance moins lambda, qui est une valeur inconnue pour le moment, fois, du coup, 5730. Et maintenant, je n'ai qu'à résoudre cette belle équation. Et ça, je peux le faire sans trop de difficultés. En effet, c'est une simple équation avec une exponentielle, mais voilà, ça ne présente pas plus que des difficultés que cela. Et donc, je trouve moins e à la puissance moins lambda fois 5730 égale à... Alors, le 1, je le porte de l'autre côté, et donc ça va me faire 0,5 moins 1. Et donc ça va me donner, si et seulement si, moins e à la puissance moins 5730 lambda est égal à moins 0,5. Donc 0,5 moins 1, c'est logique, ça fait moins 0,5. Donc comme il y a un moins des deux côtés de l'équation, je peux le changer en plus.
Et je peux écrire donc, si et seulement si, je prends le logarithme à gauche et à droite et je trouve moins 5730 lambda égale à ln de 0,5. Et donc, je peux terminer par écrire que lambda doit être égal à moins ln de 0,5 divisé par 5730. Alors, pourquoi je peux écrire ça? Parce que tout simplement, je divise par cette valeur, moins 5730. Et du coup, je me pose la question, est-ce que je ne peux pas réécrire ça d'une autre façon? Eh bien, je peux, en effet, car je sais que 0,5 est égal à 1,5. Donc, en particulier, je peux écrire que ça, c'est égal à moins ln de 1,5. Or, 1,5, c'est aussi 2 à la puissance moins 1. Donc, ça, c'est égal, en particulier, à moins, eh bien, moins 1 ln de 2. Parce que 2 à la puissance moins 1 dans un logarithme, ça veut dire que je peux faire sortir le moins 1. Et donc ici, je me retrouve avec, en fait, juste ln de 2 divisé par 5730. Pourquoi? Parce que moins et moins, ça fait plus. Et heureusement, ça, c'est une des réponses qui sont proposées dans mon QCM. Parmi les réponses qui sont possibles, il y a celle-ci. Elle est elle est cachée en fait, parce que ce n'est pas écrit de façon explicite de cette manière, mais en fait, il y a une valeur approchée, et c'est la première réponse, c'est 0,00012. Donc c'est cette valeur ici, d'accord? Vous pouvez le calculer à la calculatrice et le vérifier aisément, donc je vous demande juste de me faire confiance pour le moment, mais en tout cas c'est 0,00012. Voilà, on passe donc à la question 10. On considère une variable aléatoire x qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda. Alors, on peut écrire déjà du coup que x suit la loi exponentielle de paramètre lambda. On sait de plus que la probabilité que x soit inférieur à 20 est égale à 0,5. Vous voyez ici, c'est très direct, on demande juste la valeur du paramètre lambda. Et du coup, encore une fois, on se retrouve à mettre en application la même technique que dans la question précédente, mais attention, où est la différence? La différence, c'est que ici, le texte ne demande pas une grande interprétation. C'est vraiment une question directe, et donc voilà, on peut la résoudre sans trop se poser de questions, mais c'est vraiment la même technique. Donc je peux écrire en particulier que à gauche, la probabilité que x soit inférieur à 20, c'est égal à du coup 1 moins e à la puissance moins lambda fois 20 est égal à 0,5. Et donc je résous cette équation maintenant en écrivant moins e à la puissance moins lambda fois 20 égale à 0,5 moins 1, donc égal à moins 0,5. Si et seulement si, du coup, je peux enlever le plus, les moins, et écrire donc un plus. E à la puissance moins lambda fois 20 égale à 0,5. Je passe au logarithme et j'écris donc à gauche, je peux écrire tout simplement 20 lambda avec un moins devant égale à ln de 0,5. Et encore, écrire si et seulement si, lambda égale du coup moins ln de 0,5 divisé par 20. Et comme dernier passage, je peux répéter ce que j'ai fait dans la question précédente et donc écrire ln de 2 divisé par 20. Et cette fois-ci, je retrouve exactement ce résultat écrit de cette façon parmi la liste des réponses possibles. C'est juste ici. Donc ça, c'était la bonne réponse. Voilà, j'ai terminé avec cette correction. Vous avez vu, on a un peu parcouru toutes les lois à densité que nous avons traitées. Donc la loi uniforme, la loi exponentielle et la loi normale. J'espère que cela vous aura bien servi pour faire une révision sur ces lois qui sont très importantes. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.